On a une voix assez prédominante dans la tête qui passe son temps à nous dire tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on a loupé, là où on est nul, là où on ne vaut rien, etc. Et les gens ont tendance à appeler, enfin c'est pas moi qui ai inventé ce terme, ça, notre juge intérieur. Quand on parle d'un juge, à quoi on pense? On pense à un tribunal. Mais dans un tribunal, il n'y a pas que le juge, il y a le juge, oui, là-haut. Mais d'un côté, il y a l'accusation avec le procureur, puis de l'autre côté, il y a la défense avec l'avocat. Et à un moment, ça m'a frappé de me dire, mais ça se passe comment dans notre propre tribunal intérieur? Est-ce qu'on a ces trois figures ou est-ce qu'au fond, il ne reste plus que l'accusation? Et on n'a plus qu'une voix qui passe son temps finalement à nous accabler de reproches et puis qui passe de l'accusation à l'exécution, c'est-à-dire nous punir et trouver toutes sortes de châtiments intérieurs à nous faire subir parce qu'on n'est pas à la hauteur. Et le pardon, c'est se libérer de ça. Le pardon, c'est se libérer de ça, oui. On s'en veut, on est trop dur avec soi, on se juge avec beaucoup de cruauté et on s'en rend pas compte. Je crois que c'est un des problèmes majeurs et pour en parler dans cet épisode de dialogue, je reçois Olivier Clerc qui vient de publier un livre sur comment apprendre à se pardonner. Parce qu'au fond, se pardonner, vous allez voir, c'est une voie extraordinaire pour arrêter de s'en vouloir, de surmonter le ressentiment et la honte. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, et le tout dernier, que j'espère vous aurez envie de lire, « Empêcher que le monde ne se défasse », 19 leçons de résistance. Et maintenant, bienvenue dans Dialogue, vous allez voir, c'est passionnant d'apprendre à avoir un peu plus d'affection pour soi-même. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. On va parler du pardon, de se pardonner, et c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus radical que tout ce que les gens là qui nous écoutent peuvent soupçonner. Exactement. C'est ton engagement depuis très longtemps. Tu dis dans ce livre, qui est un peu un livre bilan de décennies de réflexion, de travail, d'exploration, que de tout ce que tu as pu essayer, expérimenter, traverser, c'est le plus radical et ce que tu vois qui aide le plus profondément les gens. Exactement. Pourquoi ? Comment t'en es arrivé là ? Et si tu peux un peu raconter voilà, les différentes tentatives que tu as pu faire et pourquoi là il se joue quelque chose d'aussi radical. Alors moi je suis tombé un peu comme Obélix dans le développement personnel et la spiritualité très jeune, j'avais 17 ans lors d'une année aux États-Unis et à partir de là je n'ai eu de cesse de tester des méthodes. C'était très orienté intellect, mental au début, tout début des années 80. Et puis, il m'a fallu du temps et pas mal de méandres avant de tomber sur des livres, sur des auteurs qui m'ont fait me prendre conscience qu'en fait, ça passait par là, ça passait par le cœur. D'abord avec la rencontre avec Marshall Rosenberg, dont je fais traduire et publier le livre en français. L'année d'après... Donc, je peux juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Marshall Rosenberg, c'est l'auteur qui a inventé l'idée de la communication non violente. Exactement, voilà. Donc, ça a été une chance de croiser sa route, de faire connaître son livre. L'année d'après, autre chance, je découvre Miguel Ruiz, grâce à Mots de Séjournant. Je fais aussi, alors là, c'est moi qui traduis son livre et qui le publie, et puis qui vais le rencontrer. Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, donc c'est pas mal déjà. Deux piliers qui ont changé la vie de beaucoup de gens. Mais avant, c'était quoi ton désir initial quand tu avais 17 ans ? D'où vient cet intérêt pour ce que tu appelles le développement personnel et la spiritualité? Qu'est-ce qui Alors, je crois qu'au départ, j'ai 2 fascinations. Tout le potentiel humain, tout ce qui permet de développer nos capacités au-delà de ce qu'on imagine. Alors, ça va de la mémoire, par exemple. Je tombe sur des bouquins qui permettent de développer une mémoire extraordinaire. Et puis, tout le côté paranormal. Voilà, je suis à fond dans la parapsychologie, les capacités insoupçonnées du cerveau. C'est en fait par là que se fait mon entrée dans la spiritualité. Puis la spiritualité, au début, elle me fascine parce que potentiellement, peut-être qu'on peut développer des pouvoirs télépathiques, clairvoyance, etc. C'est fascinant. Ouais. Moi, ça ne m'a jamais intéressé, donc c'est vraiment intéressant de voir par où les gens peuvent rentrer dans ces questions. Mais au fur et à mesure, c'est plus ça qui va t'intéresser. Alors, encore une dernière nuance. En fait, moi, je suis obsédé par la question de la mort dès l'âge de 16 ans, en me disant, qu'est-ce qu'il y a après ? Dans mon église catholique où j'ai été élevé, on me dit, on est une seule fois, on vit une seule fois, et puis ensuite, on est à la droite ou à la gauche du Père, selon ce qu'on a vécu.
Moi, croire ça me va pas, j'ai besoin d'expérimenter. Et dans un livre, L'Obsangrampa, figure-toi, j'apprends qu'on peut sortir de son corps. Et je me dis, si je suis capable de sortir de mon corps, ça veut dire qu'il y a quelque chose, la conscience, qui survit à la mort. Et c'est ça qui va, en fait, déterminer mes premières lectures, mes premières expériences, parce que j'ai besoin de vivre les choses, et qui va me faire prendre conscience qu'effectivement, ce qu'est l'être humain, ce que nous sommes, est beaucoup plus vaste que ce qu'on m'a enseigné jusque-là. Alors, comment tu arrives au pardon ? Et pourquoi c'est un changement aussi profond par rapport à tout ce que tu as essayé avant ? Alors j'arrive au pardon par le plus grand des hasards, parce que je traduis les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Comme souvent, un livre c'est bien, mais rencontrer l'homme, la femme derrière, c'est quand même super intéressant. Et donc en lisant ce livre, je me dis, waouh, si j'ai l'occasion un jour de rencontrer cet homme-là, j'aimerais bien voir si c'est cette espèce de boule d'amour que j'ai l'impression de percevoir à travers ces lignes. Puis l'occasion m'est donnée l'année d'après, et donc je m'envole pour une retraite de 15 jours organisée par Maud Séjournant, Mexique, Nouveau-Mexique. Et moi, j'y vais pour approfondir les accords Toltec, et j'y vais pour rencontrer Miguel Ruiz. Mais j'ai encore gardé le flyer de cette retraite. Nulle part, il est question de pardon. Donc, ça va me tomber dessus vraiment complètement par hasard. Voilà. C'est-à-dire que le deuxième jour où on est à Teotihuacan, Miguel va me faire vivre une expérience de pardon sans avertissement, sans indication, sans rien, qui va changer ma vie. Il y a un avant et un après cette expérience-là qui n'a rien à voir avec ce que je croyais savoir du pardon à travers mon éducation religieuse. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Je découvre plusieurs choses. D'abord, moi, on m'avait dit que le pardon, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Si on est gentil, si on est mignon, si on est bien spirituel. Et là, je découvre, numéro 1, que c'est un cadeau incroyable qu'on se fait à soi. C'est-à-dire, c'est un poids énorme qu'on lâche. C'est de l'air, c'est de l'espace à l'intérieur. Je suis subjugué par l'effet que ça a sur moi dans ma vie. J'ai l'impression, à 38 ans, de découvrir pour la première fois ce que c'est que véritablement le pardon. Première chose. Puis la deuxième, et c'est très paradoxal, c'est que dans l'expérience que me fait vivre Miguel et qui a servi de base au cercle de pardon que j'ai développé 10 ans plus tard, il m'a pas appris à pardonner. Il m'a mis en posture de demander pardon. Et au départ, c'est complètement contre-intuitif parce que tous autant qu'on est, par rapport aux souffrances qu'on a eues, on a envie que les gens s'excusent, on a envie qu'ils nous demandent pardon, on a envie qu'ils réparent. Puis en plus, on croit que s'ils le font pas, non, on va jamais pouvoir guérir. Et dans ce renversement de posture qui consiste à demander pardon en 4 étapes successives, je découvre en fait un pouvoir, une liberté, une responsabilité que je ne voyais pas jusque-là. Et pour être tout à fait honnête, il m'a fallu des années pour comprendre la magie profonde qu'il y a dans ce renversement de posture, dans ce que mon ami Mina Goll appelle le pardon inversé finalement. Tu dis dans ton livre que tu as eu beaucoup de gens qui ont fait plein d'expériences, mais ils changent que superficiellement, qu'il y a quelque chose de plus radical dans la question du pardon. Oui. Pourquoi ? Alors peut-être tout simplement parce que j'aime bien rappeler qu'anatomiquement, le cœur, il se situe entre la tête et les mains. Donc que la capacité de ressentir, d'aimer, se situe entre la pensée et l'action. Et donc elle joue un rôle clé, et que si là c'est bloqué, je vais pas avoir une pensée très lucide, je vais pas pouvoir faire de la pensée positive, et en plus, je vais avoir un impact dévastateur sur mon corps, et ça aujourd'hui, c'est un des trucs extraordinaires, c'est qu'après avoir été dans la religion, après être passé il y a 30 ans dans le domaine psy, aujourd'hui, le pardon est étudié à Yale, à Stanford, ailleurs, d'un point de vue médical. Qu'est-ce qui se passe en nous, dans la tête, dans le cœur, dans le corps, selon qu'on est en mode vengeance ou selon qu'on est en mode pardon. Et là, les résultats sont extraordinaires parce que ce que je dis moi depuis 15 ans dans mes livres, aujourd'hui, c'est validé par des études médicales. C'est-à-dire, ça nous fait du bien. Donc ce pardon, comme il vient toucher le cœur, d'une part, il transforme la qualité de mon vécu émotionnel intérieur. D'autre part, ça libère mes pensées. Je suis pas en train de ressasser éternellement les mêmes histoires. Ça me fait du bien physiquement, ça agit sur le corps. Et puis, en plus, ça ouvre une dimension de transcendance qui me fait dire que finalement, le pardon, c'est une clé qui ouvre 4 portes. Qu'est-ce que tu avais à te pardonner pour que ce soit si fort? À 38 ans, tu t'en voulais de quoi? Alors, je dirais que la première fois que j'ai vécu cette expérience, bien sûr que j'ai senti des choses dans le pardon à soi, mais je pense que les premières fois, c'était surtout toutes les tensions qu'il y avait par rapport aux autres.
Le pardon à soi, c'est pas pour rien que j'écris ce livre 27 ans après ma rencontre avec Miguel Ruiz. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il n'était pas complet, qu'il me restait des... Donc au début, c'est pardonner aux autres qui a été le choc, là, dans cette expérience. Oui, ça a été pardonner aux autres. Tu en voulais à qui? Tu en voulais... Oh, bah alors, à plein de monde. Il y avait... Alors oui, il y avait beaucoup de choses par rapport à moi, parce que comme je suis rentré dans la spiritualité très tôt, je m'étais mis un espèce d'idéal inaccessible comme ça à atteindre, pour être quelqu'un d'éveillé, de toujours zen, quoi qu'il arrive, etc. Puis je voyais bien que j'en étais loin. Donc il y avait beaucoup de choses par rapport à moi-même. Ouais, ça, c'est déjà énorme, de se pardonner d'être un être humain, au fond. Exactement. Parce qu'au fond, c'est le grand piège de tout le discours autour de la spiritualité. Ouais. C'est que ça devrait aider les êtres humains à devenir plus humains, mais la plupart du temps, ça les rend coupables de ne pas correspondre à une image, voilà, d'éveillé, de parfait, de zen, comme tu dis. C'est un des poisons les plus redoutables de la spiritualité, mais aussi, on pourrait dire, du capitalisme de notre temps. Il y a une sorte d'étrange collusion entre les deux, puisque dans le capitalisme, il faut toujours être plus fort, plus parfait. Plus. Et donc, au fond, le pardon, quand même, l'expérience dont tu parles, c'est la découverte qu'on a le droit d'être comme on est. Exactement, c'est se réconcilier avec son humanité propre. Voilà. D'avoir le droit d'être imparfait, d'avoir le droit d'être humain. Voilà, mais moi j'ai passé 11 ans dans une communauté spirituelle. 11 ans, c'est pas rien, tu vois, de 24 à 35 ans. Et j'avais cet idéal comme ça. Oui, un jour, j'aurais dominé ci, j'aurais maîtrisé ça, et puis... Donc c'est ça qui t'a libéré. Là, on arrive, je pense, au cœur un peu de ton expérience. Ah oui. Et on peut le dire. Je suis toujours ravi de le dire. Ouais. La plupart des discours spirituels empoisonnent les gens avec cet idéal qui est une vraie catastrophe. Oui, donc moi j'estime que j'ai une chance dingue. Je sors de cette communauté janvier 97, et un an après, je tombe sur Miguel Ruiz, et tout d'un coup, je vois un auteur qui est pour moi un auteur spirituel. C'est pas un auteur de développement personnel, Miguel Ruiz, mais qui parle d'amour, et qui parle de s'aimer soi, et qui parle de la façon dont on s'intoxique à se juger, à s'en vouloir. Et là j'ai un message qui vient me toucher quelque part, où la voie spirituelle que je suivais jusque-là ne m'avait pas amené. Bien sûr. Ça a été... souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais pas tombé sur cet être et sur son enseignement à 38 ans. C'est un vrai drame de notre monde. Ouais. Que ce chemin, qu'au fond, quand même, le cœur de la spiritualité, c'est quand même un acte d'amour profond, de réconciliation profond, d'être aimé sans raison. C'est quand même un peu le message du Christ, le message du Bouddha. Ouais. Et c'est étrange que c'est ce qui est le moins compris et le moins audible. Hein. Et ce que tu racontes de ton début, je pense que la plupart des gens, quand on leur parle de spiritualité, ils ont le même égarement que tu as eu quand tu étais jeune. Exactement. C'est une manière d'être super puissant. On va trouver une manière d'être super puissant au lieu de faire la paix avec ce que l'on est, avec ce paradoxe. Je ne sais pas si tu es d'accord, qu'en faisant la paix avec ce que l'on est, on se transforme. C'est ça un peu le paradoxe. Parce qu'on libère une énergie incroyable. T'imagines l'énergie qu'on met à être en guerre contre soi, à exiger ceci, à vouloir ça. Et lorsque tout d'un coup, on lâche ça pour dire, mais en fait, je suis un être humain comme les autres. Je donne une image dans mon livre qui est l'arbre. Hein, et l'arbre, il a un tronc, mais il a des branches magnifiques avec des fruits, mais il a des racines sous terre. Nous, on a un moi, on a un soi, on a une ombre. Et être humain, c'est composé avec tout ça. Et le jour où enfin on se réconcilie avec ça... Waouh, mais c'est magique. On arrête la guerre. On arrête la guerre, ouais. Les gens s'engagent dans l'état de voix qui ne font que renforcer la guerre. Exactement. Je devrais être calme, je devrais être comme ça. Tu montres dans ton livre, et je crois que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils s'en veulent. C'est-à-dire, ils disent « je suis nul, je suis une mauvaise personne ». C'est très frappant que la souffrance qu'on vit se retourne contre nous-mêmes. Et au fond, le pardon, on va après décrire comment on fait, mais au fond, cette pratique du pardon, ce que tu montres, c'est que ça vient répondre à cette souffrance non vue qui contamine la plupart des êtres humains aujourd'hui sur notre Terre. On s'en veut.
On s'en veut, mais en fait, parce qu'on a intégré les jugements qu'on a reçus, et quand je dis ça, hein, c'est avec les meilleures intentions du monde, comme on sait, hein, mais les parents, les adultes, les profs, tout le monde autour de nous a asséné tout un tas de jugements. T'es nul en maths, tu vaux rien là, tu devrais faire des efforts ici et là. Et il faut pas attendre l'âge de 10 ans pour qu'on ait intégré cette voie-là à l'intérieur de nous et qu'on fasse le boulot tout seul. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se dénigrer, à se juger, à s'en vouloir, à se dire qu'on devrait être meilleur, que ci, que ça, etc. Et à faire de sa propre vie finalement un enfer. Tu dis, et je trouve que c'est une piste profonde, on confond nos actes avec ce que l'on est et que c'est une des sources de notre souffrance. Oui, bien sûr, mais ça, combien de gens ont cette idée de se dire, mais il y a en chacun d'entre nous, moi j'appelle ça une étincelle divine, une âme, un esprit, chacun y met le mot qu'il veut, mais quelque chose qui est tellement grand, tellement sublime. Et puis il y a le personnage et il y a notre façon de vivre ça. Et puis s'incarner, c'est venir dans telle famille à telle époque, c'est prendre sur son dos tout un tas d'histoires, de croyances, de choses, et d'arriver à percer à travers ça pour retrouver un semblant de conscience et de lumière. Pour la plupart d'entre nous, ça prend du temps, ça prend du travail. Mais il y a un jour où on touche ça, où on touche cette essence en nous, puis du coup on l'aperçoit de plus en plus en l'autre aussi, et puis on s'arrête de moins en moins aux actes des autres, y compris les plus répréhensibles, parce qu'on a découvert en soi aussi d'où venaient nos propres maladresses, nos erreurs, nos fautes entre guillemets. Donc c'est comme s'il y a un espace qui grandit intérieurement, qui est un espace de compassion, qui est un espace de compréhension, avec une jolie dose d'humour aussi, hein, parce que heureusement qu'il y a l'humour des fois pour rire de soi et des gaffes qu'on continue de faire malgré toutes nos bonnes intentions et tous nos stages et nos méditations, etc. Mais bien, le pardon vient de la compréhension que je ne suis pas réductible à mes actes. J'ai peut-être déconné, j'ai peut-être fait des choses dont je me sens coupable, mais au fond, je ne suis pas réductible seulement à mes actes. Et au fond, Non. c'est l'erreur que l'enfant fait, l'enfant qu'on a été fait. On lui dit, t'as fait ça mal, et il comprend, je suis mauvais. Exactement. C'est ça, un des nœuds, c'est presque une faute cognitive qui nous rend la vie difficile, sur lequel tu reviens beaucoup dans le livre. Oui, et c'est vrai que les jugements qu'on porte sur nous sont plus souvent sur nous que sur nos actes. Hein. On nous colle des qualificatifs, mais qui touchent notre être, au lieu de dire ça, tu l'as mal fait, mais tu pourrais le faire comme ça. Et donc, on devient nous-mêmes les champions de se réduire à nos actes, puis alors, en tant qu'à faire, aux actes les plus loupés, les plus ratés qu'on ait commis. Tu peux donner un ou deux exemples que tu as rencontrés dans tous tes cercles de pardon, pour rendre ça un peu concret, la différence entre les deux? Alors, parce que, il y a une précision importante à donner, c'est qu'une des raisons, je pense, pour lesquelles les cercles de pardon ont eu tant de succès, c'est que les gens n'ont pas besoin. Il n'y a pas d'espace pour raconter ce qu'on a vécu. Donc les gens qui ont vécu des choses très dures, des abus, des traumatismes, qui ont eux-mêmes fait des gaffes, c'est pas un lieu où on va venir déposer ça. Il y a des lieux qui existent pour ça et il y a des pratiques narratives qui cheminent vers le pardon. Nous, ce qu'on propose, c'est un rituel qui amène une expérience de première main de cette guérison du cœur. Mais que ça soit l'atelier que j'anime sur 2 jours ou que ça soit le cercle sur 2 heures, il n'y a pas besoin de ça. Donc souvent, en fait, si j'apprends des choses sur les gens, c'est parce qu'ils m'en diront 2 mots avant, après, hors contexte, mais pas dans le cadre du... Mais disons une histoire que tu pourrais raconter pour rendre plus sensible aux gens. Parce que voilà, pour toi, c'est très évident la différence entre ce qu'on a fait et ce qu'on est, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour lesquels c'est pas si clair. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'expériences fortes de pardon qui sont liées à des cas assez extrêmes. Vas-y, c'est bien si tu veux raconter un ou deux. Des gens je pense à Jean-Paul Samputu qui a vécu le génocide rwandais, son meilleur ami tue toute sa famille avant de continuer le reste du génocide. Jean-Paul Samputu, il se trouve complètement dévasté par rapport à ça. D'ailleurs, son premier réflexe, c'est d'envisager le suicide en se disant « mais ma vie n'a plus aucun sens ». Et ce qui est beau et ce qui me touche, en fait, chez tous les gens que je vois faire un chemin de pardon, c'est qu'ils transforment le plomb en or. C'est qu'ils font une alchimie des événements les pires et que ça donne derrière des gens qui distribuent des paillettes d'or. Aujourd'hui, tu rencontres Jean-Paul Samputu, tu le vois chanter sur scène avec sa guitare dans 6 langues différentes. Tu vois un homme qui rayonne la joie, qui rayonne l'espoir, qui rayonne la confiance dans notre capacité à guérir.
y compris du pire, y compris de ce qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Alors, fort heureusement, la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est capable de se juger pour des choses qu'on a faites il y a 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'on a eu tel mot malheureux vis-à-vis d'une ex ou vis-à-vis de ses enfants. Et on se punit continuellement au lieu de se dire « Ok, j'ai fait ça, mais je ne suis pas que ça. » Et puis, je vais grandir grâce à cette expérience. Et puis, je vais en tirer plus d'humanité, plus de compréhension pour les autres. Puis, je vais avancer. Tu remarques, le pardon travaille sur tous ces mécanismes étranges qui font qu'on se dénigre, qu'on manque de confiance en soi, qu'on s'en veut. Et tu décris assez précisément une forme de juge intérieur. Si tu veux bien essayer de décrire ce que c'est. Oui, alors effectivement, on a une voix assez prédominante dans la tête qui passe son temps à nous dire tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on a loupé, là où on est nul, là où on ne vaut rien, etc. Et les gens ont tendance à appeler, enfin c'est pas moi qui ai inventé ce terme, ça, notre juge intérieur. Voilà. Donc on parle souvent du juge intérieur. Et en écrivant ce livre, ça m'a aidé, ça a été important pour moi de me réaliser qu'en fait, ce nom était faux. C'est marrant parce que oui, vas-y. Oui, parce qu'en réalité, quand on parle d'un juge, à quoi on pense? On pense à un tribunal. Mais dans un tribunal, il n'y a pas que le juge. Il y a le juge, oui, là-haut. Mais d'un côté, il y a l'accusation, avec le procureur. Puis de l'autre côté, il y a la défense, avec l'avocat. Et à un moment, ça m'a frappé de me dire, mais ça se passe comment dans notre propre tribunal intérieur? Est-ce qu'on a ces trois figures ou est-ce qu'au fond, il ne reste plus que l'accusation? Il ne reste plus en fait, le procureur s'est mis à la place du juge, puis l'avocat, il a été congédié, et on n'a plus qu'une voix qui passe son temps, finalement, à nous accabler de reproches, et puis qui passe de l'accusation à l'exécution, c'est-à-dire nous punir, et trouver toutes sortes de châtiments intérieurs à nous faire subir parce qu'on n'est pas à la hauteur. Ouais, c'est très important. Moi, je souriais parce que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est pas du tout un juge, c'est un procureur. Ouais. Mais on le voit pas. Ce qui est très important de souligner, c'est qu'on se gâche la vie parce qu'on ne remarque pas qu'il y a ce procureur. On a l'impression, comme tu le dis très bien, que c'est juste notre conscience, voilà. Que c'est à notre service. Ouais. Et puis moi, qui ai été élevé dans la religion catholique, avant de m'en distancier et de partir sur mon chemin spirituel plus large, j'étais frappé de me dire, dans cette religion qui était la mienne, on nous dit Dieu est amour. Et je me suis dit, mais en fait, moi, le Dieu ou cette voix de la conscience que j'ai dans ma tête, c'est pas un Dieu d'amour. C'est plus l'image que j'en ai, je dis pas que c'est ça, mais dans l'Ancien Testament, d'un Dieu qui est la loi, qui est la sévérité, un Dieu qui peut piquer des colères pas possibles, vouloir éradiquer toute l'humanité du jour au lendemain. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, malgré 2000 ans de christianisme, on est nombreux à garder dans notre tête une voix qu'on pense être la voix de la conscience, qu'on pense pourquoi pas être la voix de Dieu, mais qui est une voix terriblement jugeante. Et le pardon, c'est se libérer de ça. Le pardon, c'est se libérer de ça, ouais. C'est vraiment retrouver un message d'unité avec soi-même. Tu sais, je cite une phrase qui m'a beaucoup touché de Simone Weil, sur laquelle je suis tombé pendant que j'écrivais le livre, qui dit « Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous devons l'aimer, lui ». Elle dit « C'est parce que Dieu nous aime que nous devons nous aimer ». Et cette phrase, je me suis dit « Waouh, c'est magistral, mais qui sommes-nous finalement pour nous juger comme nous le faisons ?» Quelqu'un a dit aussi se juger soi-même, c'est se mettre au-dessus du plan divin, au-dessus de la source, quel que soit le nom qu'on lui donne. On a quelque chose qui nous soutient, toi et moi on est vivants, donc la vie nous porte, la vie nous soutient, la source nous soutient, et qui on est pour se mettre au-dessus de ça et dire je vaux rien, je suis nul, je me pardonnerai jamais d'avoir fait ci, je me pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Mais c'est quoi cette voix en nous? Ça vaut la peine de se poser la question, qui est cette voix véritablement en nous? Et ce que tu dis que je trouve très très juste, c'est que cette voix, elle n'est pas naturelle, elle est construite. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'un enfant, il n'est pas avec ce juge intérieur. Donc oui, tu racontes, un enfant peut tomber, faire des erreurs, il ne se condamne pas pour autant. Non, mais s'il y a un parent qui lui dit « Oh, quel maladroit !» petit à petit, il va intégrer ça, et puis va se former à l'intérieur de lui cette figure du juge impitoyable qui est en nous. Qu'est-ce qui arrive quand on ne se pardonne pas? Alors beaucoup de conséquences. Déjà, on se rend malade,
Parce que quand on parle de maladies psychosomatiques, je trouve qu'on ne dit pas assez que ce sont nos émotions, beaucoup plus que nos pensées, qui nous intoxiquent, qui nous empoisonnent. Et c'est pas une métaphore, c'est au sens littéral. On a des études médicales aujourd'hui qui le montrent. Donc, on s'intoxique, on se rend malheureux, on gâche la relation qu'on a avec soi-même, on abîme les relations qu'on a avec les autres, parce qu'évidemment que notre guerre intérieure va se reproduire dans le couple. Puis alors, pour peu qu'on soit PDG d'une entreprise ou avec un rôle politique fort, on va reproduire nos guerres intérieures à des échelles encore plus grandes. Et puis, il y a un autre effet pervers que mentionnait d'ailleurs Miguel Ruiz dans les Accords Toltec, je l'ai relu des années après, c'est que plus je suis impitoyable avec moi, plus je me maltraite et plus je tolère d'être maltraité par les autres. C'est-à-dire, je me dirais, si quelqu'un me parle mal, si un patron se comporte mal avec moi, si mon compagnon, ma compagne me traite, je me dirais, je le mérite bien. De toute façon, je suis tellement nul que... Voilà. Donc, plus notre estime de soi et notre amour de soi est faible, et plus on laisse la porte grand ouverte à être maltraité par les autres. Donc, s'aimer, c'est fondamental, et le pardon, se pardonner, c'est une manière d'apprendre à s'aimer. Exactement. Dans les 3 définitions que j'ai du pardon, la 3e, je dis, c'est la renaissance de l'amour. Donc, pardon et amour, c'est intimement relié. Le pardon, c'est ce qui va amener la guérison du cœur et va nous permettre de pouvoir aimer de nouveau, connaître la joie de nouveau et pas rester prisonnier du passé, de ce qu'on a fait, de ce qui nous a été fait, de pouvoir pleinement vivre ici, maintenant. Alors, en général, quand on parle du pardon aux autres. Une des singularités de ton livre, c'est que tu parles du pardon à soi-même. Ouais. Oui, parce que il est dit aime ton prochain comme toi-même. Et dans le livre, je plaisante en disant il y en a certains, j'ai pas très envie d'être aimé par eux comme ils s'aiment eux-mêmes, tellement ils s'aiment pas. Donc, rétablir un amour de soi sain qui a rien à voir avec le narcissisme, bien sûr, mais pouvoir apprécier qui on est, ce qui nous habite, ce qui se manifeste à travers nous, pouvoir s'accompagner soi-même d'une jolie façon dans la vie, mais c'est essentiel parce que plus je rétablis une relation harmonieuse avec moi, et plus spontanément, je vais offrir la même qualité de présence, d'accueil, d'ouverture, de compassion, d'empathie aux autres. Donc, je vois pas comment on peut faire l'économie de ça. Alors, dans la réalité, on sait que c'est aussi le pardon le plus difficile pour la plupart des gens. Pourquoi c'est plus difficile de se pardonner à soi-même ? Parce que, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai depuis toutes ces années. Je pense qu'il y a un niveau de jugement de soi, de haine de soi, de mépris de soi, de manque de respect de soi chez une grande partie de nos contemporains. Moi, qui m'effare. Surtout quand on échange avec les gens et qu'on voit pourquoi ils se jugent. On se dit, mais c'est ça qui fait que tu arrives à avoir une relation aussi désastreuse avec toi-même. Enfin, j'entends si on avait tué quelqu'un, volé, commis des actes, mais des fois, les gens s'en veulent pour des choses qui nous paraissent des broutilles. C'est impressionnant quand même d'arriver à avoir une société où il y a si peu d'estime de soi, de respect de soi et d'amour de soi. C'est abyssal. C'est abyssal, oui. Et ce qui est aussi frappant, et j'y reviens souvent dans de nombreux dialogues, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment, les gens s'en veulent, ne s'aiment pas, sont durs avec eux-mêmes. Mais déjà, s'en rendre compte, c'est une part énorme, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en fait, le milieu dans lequel on grandit quand on est enfant nous paraît normal. C'est notre norme. Donc, si on a grandi dans la violence, si l'amour était lié à de la violence verbale ou physique, eh bien, dans notre psyché d'enfant, ces 2 choses-là vont aller ensemble. Et ça va être très difficile en grandissant de se dire, en fait, il y a moyen de vivre l'amour autrement. Il y a moyen de vivre les relations autrement. On n'est pas obligé de passer par le conflit, la violence, la maltraitance pour éprouver de l'amour. Donc, il y a un chemin qui est parfois long, avant qu'un jour, et ça c'est la magie des rencontres et de la lecture, un jour de se dire, mais en fait, ce que j'ai vécu, c'était complètement toxique. Ce que j'ai vécu, c'était une catastrophe. Et de se dire, maintenant, je vais commencer à réparer, je vais commencer à transformer pour aller progressivement vers une qualité de vie, de relation, de présence à soi et aux autres qui change. Mais des fois, le chemin est long avant juste, comme tu dis, de se dire en fait, ce que j'ai vécu, c'était complètement pathologique. Oui, puis il y a la phase qu'on a vécu quand on est enfant, et puis après, tout l'environnement social, qui
on est toujours coupable de ne pas en faire assez, de ne pas être assez parfait. Ouais. Donc on a intégré ça, et donc on a l'impression que c'est normal. Exactement. Bah, On a après, l'impression que c'est cucu, c'est idiot de s'aimer. oui, C'est difficile d'arriver à voir que s'aimer, c'est pas être naïf, c'est pas être mou, c'est pas ne pas être exigeant. Il y a tous ces méandres de confusion. oui. Alors, je trouve qu'on a fait du chemin quand même, parce que moi, ça fait maintenant 45-47 ans que je suis tombé dans cet univers, développement personnel, spiritualité. Quand je vois où on en était à l'époque et où on en est aujourd'hui, alors je parle pas de tout le monde, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui cheminent vers ça, y compris avec des débordements où ça tombe dans le culte de l'ego et le narcissisme le plus absolu, mais il n'y a jamais d'évolution sans avoir son ombre quelque part. Mais globalement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de cheminer vers ça, qui sont en train de restaurer une relation plus saine, plus équilibrée avec eux-mêmes, qui sont en train de reprogrammer les histoires, les croyances qu'ils ont reçues. Mais globalement, je m'empresse de dire qu'on vit encore dans une société qui est globalement d'un niveau de toxicité qui est impressionnant. Ça, c'est important. On vit dans une société qui a un grand niveau de toxicité, et c'est pas si facile de le voir. Voilà. Parce que ça semble la norme. Ouais. Et parce qu'on confond, voilà, dans l'idéologie de notre temps, s'aimer, se pardonner, c'est vu comme quelque chose de pas très sérieux, de pas très responsable. Oui, puis avec le grand risque, on va s'avachir, on va plus rien faire, on va pas faire d'efforts, on va pas aller de l'avant, etc. Ce qui est pas du tout la réalité. Non, moi j'aime bien comparer ça, tu vois, il y a des plantes ici, j'aime bien dire, une plante, tu l'insultes pas pour qu'elle grandisse. Tu tires pas sur ses feuilles, sur sa tige, tu lui donnes de l'eau, tu fais en sorte qu'elle ait un bon terreau, qu'elle ait assez de lumière, et selon les espèces, ça varie. Et puis tu sais qu'à son rythme, elle va croître et qu'un chêne ne va pas se développer à la vitesse d'un bambou, donc tu laisses chacune de tes plantes grandir et se développer à son rythme. Les humains, au fond, ils sont pareils, ils ont besoin de lumière, de chaleur et d'un bon terreau. De lumière, de connaissance, d'éducation. De chaleur, c'est évident, d'amour, d'affection. Un bon terreau, c'est le terreau des relations. D'abord la famille, puis ensuite tout le terreau des relations qu'on construit. Et si on nous donne ça, mais ce qui est en nous va émerger, va croître, va se développer, va fleurir tout à fait naturellement, sans avoir besoin de se juger, de s'accuser et de se faire subir toutes sortes de choses. Mais ça, c'est un sacré changement dans la tête, de se dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne demande qu'à se développer dans l'être humain, et que pour peu qu'on lui donne les bonnes conditions, ça va se faire. On va pas aller dans tout le détail de ce que c'est le cercle de pardon. Peut-être on peut juste dire quelles sont les 4 étapes. Oui, alors les 4 étapes, c'est les 4 que j'ai vécues donc à l'origine avec Miguel au Mexique. Lui m'a amené d'abord à demander pardon aux autres. Voilà, donc qu'on le fasse dans un cercle de pardon ou qu'on le fasse, comme je le décris dans mon livre, comme une méditation intérieure, c'est voir toutes les personnes, c'est individuellement, on va dire, la première étape. Tous les gens à qui j'en veux, avec qui je suis brouillé, avec qui je suis en pétard. La deuxième étape, ce sont nos boucs émissaires. Ça, c'est plus des collectifs. C'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est les riches, c'est les patrons, c'est les ceci. Quand globalement, on stigmatise toute une catégorie de personnes parce qu'ils appartiennent à telle culture, à telle race, à telle religion, etc. Et qu'on en fait les responsables, les boucs émissaires de tout ce qui ne va pas dans la société. Et ça, c'est intéressant comme démarche à faire, de faire ce travail de pardon sur ces grandes figures collectives. Comment on fait ? Alors, le paradoxe, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans ce rituel, dans cette façon de faire, ça consiste à demander pardon. Et pourquoi je demanderais pardon à mes boucs émissaires ? Mais parce que j'utilise ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ou simplement ce que les médias me racontent à leur sujet, pour garder mon cœur fermé. C'est-à-dire, je lis le journal le matin, là, en buvant mon café. On me dit qu'il faut que je déteste aujourd'hui. Et puis alors, on m'en propose vraiment tout plein. C'est les méchants, c'est ceux qui sont pas bien dans le monde. Et en fait, je me sers de ce que je lis dans le journal ou de ce que je vois à la télévision pour balancer de la haine, de la colère, de la rancune partout autour de moi.
Je pense que si on pouvait se voir dans l'invisible et voir ce qui sort de notre tête et de notre cœur, quand on regarde les médias et qu'inconsciemment, on cède à cette volonté de haïr, ça me fait penser à 1984, Orwell, le ministère de la haine, et ces séances où tout le monde se réunit pour haïr et détester ensemble. Mais à une petite échelle, on le fait tous, ça. Et à un moment de demander pardon à ces boucs émissaires, non pas pour ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils font, ça leur appartient. Et leur karma, s'il y en a un, ça leur appartient. Mais moi, Olivier, là, qu'est-ce que je fais de ce que je lis dans le journal? Qu'est-ce que je fais de ce qu'on me raconte à la télévision ou sur Internet? Ça, c'est ma part de liberté. Et je peux choisir, comme celui qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine », je peux choisir de ne pas rentrer là-dedans. Je peux choisir de dire « Ok, il se passe ça dans le monde, mais ce qui se passe dans mon cœur, ça m'appartient. » Et je vois pas pourquoi on se mettrait du bio dans l'estomac et des ordures dans le cœur. Il faut aussi se mettre du bio dans le cœur, c'est-à-dire cultiver avec soin les sentiments, les émotions, les choses que je laisse me traverser. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas du mal? Non, je dis pas qu'il n'y a pas du mal, mais je pense que haïr le mal, ça le fait grandir. Donc envoyer... Est-ce qu'il n'y a pas entre haïr et pardonner, est-ce qu'il n'y a pas un monde? Est-ce qu'on peut, sans haïr, ne pas vouloir pardonner? Alors, la chose intéressante, c'est que, encore une fois, moi, j'ai pas appris à pardonner. J'ai appris à demander pardon. Et ce faisant, je me suis rendu compte qu'au fond, c'est quelque chose que je dis depuis peu de temps, peut-être 2-3 ans seulement. Je dis, je crois pas qu'on soit capable de pardonner. Mais je crois qu'on est capable de créer en nous les conditions pour être traversé par le pardon. De la même manière qu'on est traversé par la vie, donc on est vivant, on est traversé par l'amour et on peut tomber amoureux. Le pardon, c'est beaucoup plus grand que nous. Et la question, c'est pas de se dire est-ce que je dois pardonner à Saddam Hussein, à Hitler ou à je sais pas qui. La question, c'est de se dire est-ce que mon cœur est un? Est-ce que mon cœur est capable d'aimer? Est-ce que mon cœur est dans la joie? Ou est-ce qu'il est fragmenté, divisé, déchiré? Il a des kystes, il a des abcès. Et je suis le premier à faire les frais d'avoir un cœur qui est complètement malade. Dans le courant miracle, on trouve une phrase assez scotchante. Tout pardon est pardon à soi. Ça veut dire qu'au fond, et Léonard Lascaux le dit dans l'holo énergétique, le docteur Fred Luskin le dit à Stanford où il étudie le pardon, au fond, ça ne concerne que nous. J'ai le cœur qui est divisé, j'ai le cœur qui est déchiré, j'ai le cœur qui souffre. Le pardon, c'est la médecine que je vais venir mettre pour retrouver un cœur aimant. Et la magie, c'est que si mon cœur est guéri, mon mental va penser de façon beaucoup plus lucide, beaucoup plus claire, beaucoup plus juste. Et si j'ai des décisions à prendre face au mal, face à la violence, face à la folie du monde, ces décisions, elles viendront d'un mental clair et non pas d'un mental qui est submergé, comme on le dit, par ses émotions et donc avec une vision qui est complètement faussée. Ça me semble très énigmatique. Ah oui, c'est vrai? Oui, ça me semble très, très énigmatique. Le troisième, c'est de demander pardon à plus grand que soi. Voilà, exactement. Miguel, lui, m'avait dit demander pardon à Dieu. Lorsque j'ai développé les cercles de pardon, je me suis dit Dieu, c'est un mot qui ferme beaucoup de portes. Et j'avais envie que ces cercles de pardon puissent être accessibles à tout le monde. Donc, plus grand que soi, chacun met derrière ça ce qu'il veut. Ça peut être Dieu pour certains, la source, l'univers, l'amour. Pourquoi vraiment demander pardon à Dieu? Parce que si on regarde autour de soi, il y a beaucoup de gens qui en veulent à la vie, en disant la vie est mal faite, ou qui en veulent à Dieu, en disant il était où dans les camps de concentration, il est où quand une femme se fait violer. Donc, il y a, dans la représentation qu'on peut avoir de quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous, il y a l'idée que ce monde est mal fait, que si nous, on était Dieu, on aurait fait mieux. Et il y a quelque chose intérieurement en nous qui est pas en paix avec ce plus grand que nous, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et le jour où on lâche ça, le jour où on fait œuvre de guérison par rapport à plus grand que soi, on retrouve une forme de foi. Et la foi, pour moi, je la définis de façon très simple, c'est confiance en la vie. C'est confiance en quelque chose qui me dépasse tellement que de vouloir le comprendre, c'est comme vouloir mettre l'océan dans un seau d'eau. Il y a un moment où les choses sont faites pour nous traverser. Et je pense que la compréhension, elle nous traverse quand on ouvre grand les portes en nous. Mais quand on garde rancune, quand on est fermé, quand on est jugeant,
les vannes ne sont pas ouvertes. Et donc on se ferme à la compréhension, on se ferme à beaucoup de choses. Il y a un élément d'acceptation dans le Oui. pardon à ce qui est plus grand que soi. Clairement. Je ne comprends pas, mais j'accepte ce qui est, parce que lutter contre ce qui est, ça ne marchera jamais. Exactement. Et puis, l'acceptation, c'est une étape qui nous permet d'être en lien avec les choses. Si j'accepte pas, je suis coupé de ce qui m'est arrivé, je suis coupé de ce qui se passe dans le monde. Et comme je suis coupé, je peux pas comprendre. Comprendre, c'est prendre avec, étymologiquement. Je peux pas comprendre ce que je n'accepte pas. Donc l'acceptation, c'est la première étape, et c'est pas la résignation. L'acceptation, c'est quand même très différent. Et puis arrive à ce moment où on arrive à se réconcilier finalement avec notre vie, avec notre enfance, avec ce qu'on a vécu. Une des jolies définitions du pardon qu'a donné Lily Tomkin, souvent attribuée d'ailleurs à Jack Canfield, mais c'est de Lily Tomkin, elle a dit « Pardonner, c'est renoncer à tout espoir d'un passé meilleur ». Autrement dit, pardonner, c'est faire le deuil de l'enfance idéale, c'est faire le deuil de l'adolescence parfaite, des parents parfaits, et c'est accepter, se réconcilier ce qui nous a vraiment été offert, puis de se dire, ok, ma vie, c'est ça. Maintenant, là, ici, maintenant, j'en fais quoi? Je connais des gens qui ont vécu des drames, des tragédies incroyables, et qui, grâce à cette acceptation, grâce à ce travail de pardon, sont des gens aujourd'hui qui sont, pour moi, inspirant, touchant, bouleversant. Et la dernière étape, qui est ce dont tu parles dans ce livre, c'est se pardonner à soi-même. Voilà. Et ce qui est un peu singulier, c'est que c'est la dernière étape. Alors c'est singulier, oui et non. Moi, quand Miguel me l'a fait vivre, juste avant la 4e, il m'a prévenu. Il m'a dit, maintenant, ça va être le plus difficile. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'il sait bien qu'on est tellement jugeant envers soi-même. Et je pense que si j'avais pas eu les 3 étapes avant, c'est-à-dire le pardon avec les autres dans ce groupe, puis le pardon à mes boucs émissaires, puis le pardon à plus grand que soi, et chaque fois comme un verrou intérieur qui lâche, là j'étais prêt à me dire, mais en fait il a raison, je vais pas passer ma vie à être mon pire bourreau, mon pire juge, on devrait tous être au fond notre meilleur pote, notre meilleure copine. Et là tout d'un coup, ça me semble une évidence, et pour la première fois, je suis capable, effectivement, intérieurement, je ferme les yeux, et je me demande pardon à moi-même. Pour tous les Olivier Clerc que j'ai enfermés dans un placard ou à la cave ou au grenier, que j'essaie de ne pas voir parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'idéal que j'avais de qui je devrais être. Tu donnes quelques récits de différentes personnes qui racontent comment ça les a transformés. J'avais envie que tu reviennes sur Marquis Bureau, Oui. parce que je trouve que c'est assez pédagogique de comprendre ce que peut être le pardon à soi-même. Alors, j'ai plus tout le détail de son témoignage, mais il m'a beaucoup touché d'abord parce que Marquis, on se connaît depuis 10 ans, il est animateur de cercle de pardon, et lui, effectivement, parle de la difficulté que ça a été pour lui, il a à peu près mon âge, dans la 60aine, de grandir à l'époque où il a grandi, de découvrir son homosexualité, et puis toutes les difficultés que ça engendre par rapport aux autres, mais jusqu'à la prise de conscience, finalement, de tout ce qui se jouait par rapport à lui-même. C'est-à-dire ce refus, cette division, ce jugement de ce qu'il était et la façon dont ça déteignait finalement sur toute sa vie, jusqu'à en arriver finalement à cette acceptation, à ce pardon, à pouvoir, symboliquement parlant, j'ai envie de dire, se prendre dans les bras, puis de se dire, mais il n'y a rien de faux, il n'y a rien de mal, il n'y a rien d'inadéquat dans ce que tu es. Et ce qu'il y a de magique, c'est que quand quelqu'un fait ça, quand on se réunit, il n'y a plus de faille. Et comme il n'y a plus de faille, les critiques, les accusations des autres, elles n'arrivent plus à pénétrer en nous comme elles pénétraient avant. Ce que je trouve beau, moi, dans ce que tu racontes sur Marquis Bureau, c'est pas du tout qu'il se pardonne d'être homosexuel, mais il se pardonne d'avoir cru pendant des années qu'il était quand même, au fond, coupable d'être ce qu'il est. Ouais. Donc je trouve ça, c'est vrai que je trouve c'est précis. Se pardonner, c'est voir tous ces jugements, souvent qu'on n'a pas vus, qu'on a fini par intégrer à soi-même et qui font qu'au fond, il y a une partie de nous-mêmes, on s'en veut. Ouais. Et lui, il était un homosexuel qui s'acceptait, qui vivait dans... Mais en faisant le pardon, il découvre qu'au fond, quand même, par son histoire, il a quand même intégré une part, ce regard négatif qu'on avait sur lui.
Exactement. Et tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, Fred Luskin, qui est quelqu'un que j'adore, donc un des premiers à avoir étudié le pardon déjà il y a 30 ans à l'université de Stanford, dans une récente intervention, il disait « Le pardon, au fond, c'est simplement changer d'histoire. » C'est-à-dire que notre histoire, elle est ce qu'elle est. Tu as vécu un deuil ou un mariage, tu as vécu une promotion ou un licenciement, ça ne changera pas. Mais quelle histoire je raconte avec ça? Quelle histoire je tisse avec les événements de ma vie? Et dans l'exemple de Marquis, comme dans celui de tous les gens que je connais, à un moment, avec exactement les mêmes éléments, ils sont passés d'une histoire qui était une tragédie à une histoire héroïque. À un moment, tout ce qui était avant source de jugement et de malaise, tout d'un coup, tu lis Harry Potter, tu lis Spider-Man, la vie de tous les grands héros, purée, ils en ont vécu des choses difficiles. Mais ça reste la vie d'un héros. Et dans le pardon, il y a un moment où tout d'un coup, l'histoire que je racontais jusqu'ici à mon sujet, elle se transforme, et avec exactement les mêmes événements, tout ce que j'ai fait de bon, de moins bon, etc., j'arrive à écrire une histoire qui est une belle histoire, et qui est une histoire dont je peux être fier, parce que je peux me dire, ouais, je suis venu de là, j'ai traversé ça et ça, et puis avec tout ça, je suis l'homme, la femme que je suis là aujourd'hui, maintenant. Beaucoup de gens disent, si je me pardonne, je vais banaliser ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, oui, c'est que c'est un sujet tellement vaste. J'aborde ça notamment à la fin du livre en disant le pardon n'est pas là c'est pas une solution de facilité pour se dire tout est ok, tout va bien, on efface l'ardoise. Quand on a commis des choses moches ou illégales ou criminelles, bien sûr que le pardon à soi peut être un jour souhaitable, mais il y a aussi une notion importante qui est la notion de réparation. J'ai fait du mal, j'ai fait du tort. Comment, là, ici, maintenant, je peux réparer? Et là aussi, il y a des exemples absolument bouleversants de gens qui ont fait des choses terribles et qui, à un moment, ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait et puis ont entrepris ce chemin de réparation, de guérison pour eux-mêmes, pour l'autre. Il y a un documentaire que je passe presque tout le temps dans mes ateliers qui s'appelle Beyond Forgiving, au-delà du pardon, qui raconte l'histoire d'une femme en Afrique du Sud, Jane Fourie, dont la fille à 23 ans a été abattue par des terroristes, entre guillemets, qui sont rentrés, qui ont tiré dans le tas. Voilà. Et elle a été dévastée. Elle raconte qu'elle en a pleuré, hurlé pendant plus d'1 an, mais elle a voulu rencontrer les gens qui avaient commis ça, comprendre. Et ce qu'il y a de bouleversant dans son témoignage, c'est elle qui est au départ une victime. Elle perd sa fille dans un attentat terroriste. Elle va rencontrer ce noir africain qui a commandité ces attentats. Puis elle va tellement comprendre tout le parcours de vie de cet homme qui un jour l'amène à ordonner quelque chose comme ça, que non seulement elle va lui accorder son pardon, mais elle va même se retrouver à demander, elle, pardon à son village, à sa communauté, pour tout ce que les Blancs sud-africains dont elle fait partie ont commis pendant des décennies en Afrique du Sud. Et ensuite, ils vont passer des années, ils vont créer ensemble une fondation et aller de pays en pays à travers le monde, dont on l'a fait venir en France, propager un message de paix, de réconciliation et de pardon. Donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le sens où elle va donner l'occasion à cet homme de transformer sa vie. Et t'imagines avoir ensemble une femme sur scène, un homme, une blanche, un noir. Lui a commandité l'acte qui a tué sa fille à elle. Et ensemble, ces deux personnes transmettent un message de paix, de pardon et de réconciliation. Ils ont fait un travail extraordinaire pour sensibiliser les gens. Mais il y a ce travail de réparation. C'est-à-dire qu'à travers ça, Letlapai, c'est son nom, il a œuvré à transformer des choses, non seulement en Afrique du Sud, mais dans plein de pays d'Afrique, en Israël, ailleurs. Ils ont beaucoup voyagé pendant des années. Et je pense que ce message, quand il est incarné comme ça, il a une force rare. Pour clore notre entretien, je voudrais insister sur ce que tu dis tout au long du livre. C'est une pratique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit réussir, c'est quelque chose qu'on doit faire et refaire. Exactement, c'est comme une douche, j'appelle ça la douche du cœur, et la douche, t'en prends pas une le 1er janvier en disant c'est bon pour 2026, parce que tous les jours, on vit des choses qui font qu'il y a une hygiène physique qui est nécessaire, et j'aime bien demander aux gens, et qu'en est-il de l'hygiène du cœur? Qu'en est-il de l'hygiène émotionnelle? Est-ce qu'on n'a pas des vieilles émotions
qui sentent pas très bon et qui croupissent dans un coin du cœur, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de cette douche-là? Donc oui, c'est une pratique, c'est un chemin. Et de la même manière que notre santé, on en prend soin au quotidien, notre santé physique, la santé du cœur, l'état du cœur, c'est aussi quelque chose... Peut-être qu'un jour, la douche du cœur nous semblera une évidence au même titre que la douche du corps aujourd'hui. Et ça s'est pas fait tout seul. Il y a une époque où on utilisait plus de parfum que de savon. Tu l'as dit à plusieurs reprises, mais je pense que pour comprendre que c'est une pratique, ça vaut la peine de revenir, parce que c'est pas si simple à comprendre, que on n'apprend pas à pardonner, on apprend à demander pardon. Oui, on apprend à créer les conditions en soi pour que... Moi, j'ai vraiment une image aquatique du pardon. C'est comme l'eau de l'amour, c'est comme l'eau de la vie, c'est quelque chose qui nous traverse et qui nous nettoie. On crée les conditions. On ouvre une brèche à l'intérieur de nous pour être traversé par ça. Et c'est ça qui nous guérit. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour se mettre dans cet état-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les exercices qui sont proposés dans le livre, je les ai enregistrés en audio pour que les gens vraiment puissent vivre ces 4 étapes, ces 4 demandes en pardon successives. Mais ce que je vois avec un recul de 15 ans maintenant, c'est que même en faisant ça tout seul chez soi, il se passe des choses vraiment fortes. Si on le vit dans un cercle de pardon, et il y en a plein aujourd'hui partout, c'est encore plus fort parce qu'on n'est pas tout seul, on est dans un groupe. Mais quelle que soit la façon dont on vit ces 4 étapes, moi j'ai parfois fait vivre ça à 500 personnes dans une salle de conférence, les yeux fermés, en 20 minutes chrono, et les gens sont scotchés de voir la magie de ces 4 mots « je te demande pardon ». C'est comme si... Ça lâche quelque chose dans l'ego, dans cette partie de nous qui pense « moi j'ai raison, toi t'as tort, moi je suis une victime, toi t'es un salaud ». Là il y a quelque chose qui lâche prise et le pardon est très proche du lâcher prise. Tu as consacré un peu donc ta vie au pardon. Est-ce que tu es encore en train de te pardonner? Quel est ton rapport, toi, à cette pratique-là? Alors... cette pratique, je l'ai creusée, je l'ai approfondie, elle m'a fait un bien immense. Je pense que quand j'avais 20 ans, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je puisse avoir l'état de bien-être dans lequel je suis aujourd'hui la plupart du temps. Alors après, je suis un humain comme tout le monde, des interactions des fois compliquées avec ses proches, avec un inconnu, il y en a aussi. Mais d'abord, je me rends compte que j'ai un espace tampon intérieur 100 fois plus grand qu'autrefois. Avant, des choses m'auraient fait bondir, réagir, vouloir répliquer. Aujourd'hui, j'arrive à écouter, à accueillir, à voir d'où vient l'émotion ou les choses de l'autre d'une façon beaucoup plus facile. Puis quand je suis malgré tout touché, parce qu'on a nos zones difficiles, je sais que j'ai une pratique, j'ai un rituel, j'ai quelque chose qui va me permettre de ne pas garder ça en moi, et de pouvoir dissoudre dans les eaux du pardon ce qui est venu me toucher là. Moi, j'ai cru à une époque, quand j'étais plus jeune, qu'un jour, j'allais tout régler. J'allais régler ses blessures, ses vulnérabilités, ses problèmes. Et puis un jour, je pense à Chiron dans la mythologie grecque, le guérisseur blessé. J'ai tendance à penser aujourd'hui qu'il y a des blessures qu'on a en nous, qu'on portera toute la vie, mais que finalement, peut-être qu'elles font aussi partie de notre richesse. C'est peut-être grâce à ça qu'on est sensible à la blessure des autres, qu'on reste humain et voilà, j'aspire pas forcément aujourd'hui à les régler, mais à pouvoir continuer de vivre avec sans ni m'en vouloir de les avoir, ni vouloir être autre chose que ce que je suis, mais être bien avec ce que je suis tel que la vie m'a faite. Merci infiniment. J'envoie tout le monde à ton livre, qui est un livre très pratique, qui prend vraiment les gens par la main, qui leur montre comment rentrer dans ce chemin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.